Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast éthique, le podcast éthique. J'aurai l'occasion au fur et à mesure des épisodes de recevoir des invités divers et variés, tous aussi intéressants les uns que les autres de par leur parcours, de par ce qu'ils ont pu réaliser et ils entreprennent surtout avec sens. C'est ce qui est important, ça va être notre fil conducteur. Pour ce premier épisode, on va parler intelligence artificielle avec Geoffroy Détroussel, c'est ça? C'est bien ça, ouais. C'est bien comme ça, j'ai bien prononcé. Comment tu vas, Geoffroy? Bah ça va, ça va, ça va. Bonjour à tous. Merci déjà Djilali de m'avoir invité sur ce podcast. Très content de faire ce premier épisode avec toi autour de Plaisir, l'intelligence artificielle. plaisir partagé. Ben, l'intelligence artificielle, on va aller aborder dans certains aspects, on va aller dans certains détails, mais avant toute chose, moi, j'aimerais que tu prennes le temps vraiment de présenter ton parcours. Et moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn, notamment. C'est pourquoi j'ai voulu t'inviter dans mon podcast, et que tu sois un des premiers, d'ailleurs, le premier, en l'occurrence, à venir nous parler un peu de toi et de ton expertise, hein, parce que le but, c'est aussi de donner de la science et des informations utiles à ceux qui nous écoutent. Ben, présente-toi, du coup, Geoffroy. Ouais. Donc du coup, ouais, Geoffroy Détroussel. Donc moi, moi j'ai grandi en Île-de-France. J'ai toujours aimé les mathématiques. C'est ce qui m'a drivé durant ma scolarité. Un peu par défaut, hein, je veux dire, je pense que j'avais pas non plus la passion des mathématiques, mais voilà. Et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivé dans une formation autour des maths et de l'informatique, ce qui fait que j'ai fini dans ce domaine-là, on va dire. Surtout dans un premier temps côté statistique et assez rapidement côté data science. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? Côté statistique, on va être plutôt dans l'analyse de l'existant pour remonter des scores et pouvoir prendre des décisions par rapport à l'existant. Avec la data science, on va être plutôt dans la prévision ou dans la prédiction et du coup avoir des modèles qui vont nous permettre de dire à tel instant t plus un, ça sera comme ça. Ou en tout cas avec une probabilité plus ou moins forte. Du coup, j'ai commencé ma carrière pro en 2015 et donc ça fait en 2013 si on compte l'alternance et du coup ça va faire 10 ou 12 ans que j'exerce ce métier de data scientist. Je suis passé par différentes industries, mais principalement l'énergie, donc où je suis encore actuellement en, dans l'opérationnel, on va dire chez Total Energy et puis j'ai fait aussi l'automobile, l'aéronautique, la pharma, et puis quelques autres petites missions à droite à gauche dans le domaine médical aussi, dans le domaine de la construction, chez Bouygues Construction aussi. Voilà globalement. Gros parcours. Et la Ouais. transition, du coup, vers l'intelligence artificielle, elle s'est amorcée comment? Alors en fait, la data science, le profil de data scientist, ça va être les personnes qui sont derrière les modèles d'intelligence artificielle. Donc typiquement, nous, notre métier, c'est d'apprendre des modèles et de les utiliser derrière. Donc typiquement, un LLM comme ChatGPT, il a été appris et celui qui apprend ce modèle-là, c'est des personnes comme moi. Donc l'intelligence artificielle, j'y suis depuis que j'ai commencé presque. Ouais, une transition logique au final, sans douleur. Ouais, on peut pas vraiment appeler ça une transition euh, parce que alors faut déceler deux choses dans l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle classique, donc ce que je fais depuis 12 ans, on va dire, et la Gen AI, ou en tout cas tout ce qui va être lié à la Gen AI, qui va être plutôt de l'usage aujourd'hui. Donc, par exemple, toi, quand tu fais du chat GPT, tu utilises l'intelligence artificielle. Moi, quand Ouais. je monte, alors très sincèrement, aujourd'hui, je vais faire principalement des RAG, et quand je fais du RAG, j'utilise les modèles. Je vais pas les apprendre. Et par contre, je vais avoir tout un système autour de l'intelligence artificielle, et je vais être plutôt consommateur dans ce cas-là. Mais du coup, il n'y a pas eu de transition puisque c'est ce que je fais depuis à peu près toujours. Tu vois, concernant le NLP, donc on va dire une des bases des modèles de type LLM, quoi. Eh ben, j'ai déjà eu des sujets comme ça, notamment chez Bouygues Construction par le passé. Donc il y a pas de transition. Je suis complètement dans le domaine depuis que j'ai commencé dans le milieu pro, quoi. Logique, logique. Et Spider, alors, dis-nous deux mots sur l'entreprise. Ouais, du coup, Spider.
Donc, qu'est-ce qu'est Spider? Spider, ça fait depuis 2018 que ça existe. Alors, à la base, moi, c'était plus un moyen de facturer. Je l'ai toujours pensé en mode ESN, mais je me suis jamais attelé à la développer. Ça fait que très récemment, hein, et par opportunité, on va dire début 2021 vraiment, où par opportunité, j'ai réussi à placer des consultants et à embarquer des consultants avec moi en mission surtout. Et puis là, depuis vraiment un an, où j'essaye vraiment voilà, de tirer mon épingle du jeu, on va dire, et d'aller concurrencer des plus grosses ESN comme du Capgemini, etc. Bon, j'en suis très très loin, mais Ambitieux, ambitieux, Geoffroy. c'est l'idée. Ah, on T'as essaye bien de viser raison. haut. Tu as bien raison, c'est ce qu'il faut. Et on te le souhaite, en tout cas. Avant Merci. d'aller un peu dans le détail, comment tu nous définirais l'intelligence artificielle, toi, aujourd'hui? C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, si tu prends ce que tu peux trouver sur le net, etc., tu vas avoir plusieurs définitions. Il y en a qui vont même te dire que l'intelligence artificielle, c'est à partir du moment où une machine est capable de, on va dire, prendre une décision slash réaliser une action. Donc, on pourrait caricaturer ça avec un automate. Typiquement, hein, il y en a qui diraient qu'un automate, c'est de l'intelligence artificielle. Moi, je suis pas forcément de ce bord-là. Sur l'intelligence artificielle, comme je te disais, il va y avoir deux gros pendants aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle classique, où on va être plutôt vers du machine learning, vers du NLP, vers du computer vision, ce genre de techno, ce genre de domaine-là, on va dire. Et puis la Gen AI, donc typiquement les LLM, donc pour générer du contenu écrit, texte, mais aussi les modèles de génération d'images, par exemple. Donc voilà, ça va être assez varié, mais globalement, c'est pour moi, dès qu'il y a on va dire un système derrière qui va permettre de prendre des décisions, que ça soit réaliser des actions basiques ou faire des prédictions, etc. Donc typiquement, un modèle de machine learning qui va te permettre de prédire le prix d'une voiture, par exemple. Donc toi, tu lances ton business dans l'achat et la revente de voitures d'occasion, t'aimerais peut-être t'équiper d'un modèle comme ça qui te permet de dire, telle voiture, je vais pouvoir la vendre 4 000 euros. Toi, tu la trouves sur le bon coin, mettons 3 000 euros. Tu vas dire, bah voilà, là, je vais pouvoir éventuellement faire une belle petite marge. Donc, typiquement, là, ça va être ça Ouais. l'intelligence artificielle ou, tu vois, sujets qui reviennent de plus en plus à la mode, c'est autour de la computer vision. Donc, typiquement, je sais pas, détecter les cancers sur la peau, etc. Mhm. Je Donc je dirais que vois, ouais. c'est un système, une machine, enfin c'est un système informatique, on va dire, qui est capable de t'épauler, sur différents sujets, voire même, in fine, potentiellement raisonner tout seul et réaliser des actions tout seul. Donc on Incroyable. reçoit imaginons qu'il est plugué sur ta boîte mail, il y a un mail qui arrive et lui il juge qu'il faut qu'il fasse une action derrière, générer tel document, renvoyer le document à telle personne, etc. Par exemple. Là, ça Ouais, serait vraiment ça, autonome. c'est assez dingue. Mais pour l'utilisateur lambda tel que moi, ce que je suis, qui utilise essentiellement un chat GPT, c'est quoi ton regard un peu sur les concurrents de chat GPT et lequel se démarque d'un point de vue qualité-prix tu recommanderais lequel? Franchement, si je devais dire niveau j- le fait d'être général et à moindre coût, je dirais Gemini aujourd'hui. Après, j'ai pas forcément testé. Il y a tellement de solutions maintenant aujourd'hui que j'ai pas forcément tout testé. Mais je dirais que moi, c'est plutôt en fonction du use case. Tu vois, moi aujourd'hui, pour la génération de documents, par exemple documentation, un article, ou si j'écrivais mes posts, par exemple, avec une solution comme ça, je me tournerais beaucoup plus vers Claude et notamment Sonnet 3.7, qui d'ailleurs maintenant est hyper compétent même pour le code, pour la génération de code, etc. Ouais, c'est vrai. Cependant, tu vois, bon après c'est aussi par rapport à des contraintes avec mes clients, mais cependant aujourd'hui j'utilise quand même beaucoup les modèles d'OpenAI et notamment avec des appels à API. Mais tu vois, par exemple, si on parle de chat pur et dur pour le commun, pour les gens de la masse entre guillemets, moi aujourd'hui j'utilise pas ChatGPT, j'utilise principalement Claude et le chat parce que voilà, je suis un petit peu chauvin et puis surtout ils ont des perfs qui sont hyper intéressantes, donc je le teste de plus en plus. Mais ça va être plutôt ouais, ces deux solutions-là aujourd'hui que j'utilise en termes de chat. Gemini, Et c'est quel pays ça? Gemini, c'est les États-Unis, c'est Google. Ah, c'est celui de Google, d'accord.
Ouais, après Je Google, ils en connaissais, ont plusieurs, hein. Ils ont plusieurs types de modèles, ouais. Mais on je va dire que celui connaissais qui, Copilot de Microsoft, putain, ouais. GPT, et Bah, DeepSeek. tu vois aujourd'hui pour le code, euh, enfin là, il faudrait que je teste les nouvelles mises à jour, puisque c'est pareil. C'est pareil, il y a des concurrents qui sont pas mal, qui étaient même en avance par rapport à Copilot, GitHub Copilot. Mais tu vois, aujourd'hui, pour le code, GitHub Copilot fait complètement sens. Mais comme je t'ai dit, en fait, ça évolue tellement. Aujourd'hui, un Sonnet 3.7 là comment dire, de Anthropic, il peut faire largement l'affaire, voire même peut-être c'est un des meilleurs aujourd'hui. Ça évolue constamment toutes les semaines. Tous les mois, tu as des nouvelles mises à jour. Enfin, quand je dis mise à jour, tu as des nouveaux modèles qui sortent, améliorés, etc. Donc Et ça toi, bouge beaucoup. comment tu te tiens informé justement par rapport aux nouveautés sur l'IA? Après, comment dire, t'as des newsletters, t'as des sites aussi dédiés à cela. T'as Reddit, il y a pas mal de choses sur Reddit, très intéressantes. Donc on va dire que c'est ouais, les deux, trois principales sources. Si on en veut Pareil, hein, plus, ouais. sur LinkedIn, hein, tu peux suivre des créateurs de contenu autour de l'intelligence artificielle qui partagent pas mal. Et pareil, ça t'informe. C'est peut-être pas la première source, mais si tu as loupé quelque chose sur les précédentes, bah tu vas l'avoir après sur LinkedIn par ces Ouais, intermédiaires-là. Ouais. c'est dingue. C'est vrai que c'est puissant LinkedIn, hein. On sous-estime, mais moi, juste en suivant des gens de ton domaine ou qui sont dans des domaines proches, tu te tiens informé en fait de ce qui se passe, Ouais, des bah nouveautés. c'est ça, ouais. C'est ça, et même Donc, moi, tu vois, franchement, tu peux pas être au four et au moulin, comme on dit, mais même moi, tu vois, en termes de veille, je fais de la veille, mais je suis persuadé qu'il y en a qui font beaucoup plus de veille, et tu vois, moi, j'hésite pas à suivre certaines personnes. Quand il y a un poste qui me plaît bien et qui m'informe, bah, j'hésite pas à le dire. Voilà, certes, je connais très bien mon domaine, mais je suis pas forcément au courant de tout directement, tu vois. ouais, c'est de Et bonne puis guerre. même pas forcément expert sur tous les sujets, parce que comme je te disais, l'IA, c'est assez vaste. Tu vois, typiquement autour de la computer vision, je connais assez bien, mais j'ai des profils qui m'entourent qui sont selon moi un cran au-dessus, tu Bah, il faut s'inspirer hein, des autres. Comme tu as dit, on peut pas être partout. Bon, je te vois. Ouais. propose qu'on rentre un peu dans le cœur du sujet là. J'ai une première question. Déjà, simplement, hein, sans nous perdre, tu peux nous expliquer c'est quoi un agent IA? Un agent IA, pour moi, c'est une application, on va dire, informatique qui va être capable de réaliser des actions de manière autonome. Donc, je te donne un exemple pour comprendre la chose. Alors, si on va très loin, ça pourrait être ce que je te disais tout à l'heure comme exemple, c'est-à-dire une solution, on va dire, qui automatiquement, à partir d'un événement, sait quoi faire. Mais moi, tu vois, l'exemple le plus simple et je pense le plus proche des gens de la masse, entre guillemets, c'est un chatbot où tu lui dirais, bah tiens, je vais te prendre l'exemple de l'envoi de facturation, par exemple, quand on est une ESN, bah, tel consultant a travaillé tant de jours pour tel client, bah, lui, automatiquement, il va être capable d'aller faire le lien entre le client et le consultant, de générer le CRA, de générer la facture, d'envoyer ça au client et de mettre en place un système de relance par rapport au nombre de jours et par rapport comment dire, aux règles de facturation avec le client. Par exemple, tu dois payer sous 30 jours ou sous 60 jours, etc. Voilà, tu pourrais imaginer un agent simple comme ça qui te permet d'automatiser tout ça et qui serait relativement autonome. Tu lui as juste dit, tel consultant a bossé tel jour pour tel client. Voire même, tu n'es même pas obligé de préciser le client. Peut-être que enfin, la base documentaire sur laquelle il s'appuie, il aurait déjà cette information-là et tu n'aurais même pas besoin de le préciser. Donc, tu vois, un agent d'IA, ça va Oh, être un petit peu ça. Donc, tiens, pour mêler un petit peu l'IA classique, ça pourrait être, je sais pas, je te dis une bêtise, mais ça pourrait être, tu vois, tu es dans un port et ton agent d'IA, il est contrôleur de ce qui rentre et ce qui sort. Donc, ouais. automatiquement, il y a un outil de computer vision qui détecte les bateaux, pardon, qui arrivent dans le port et tu sais exactement qui est arrivé, à quel endroit il s'est positionné, etc., etc. Et du coup, il te fait le suivi et il t'alerte, par exemple, attention, lui, il était prévu pour 2 jours, ça fait 3 jours qu'il est là, etc. Tu vois, ça peut être aussi une idée d'un genre IA. Alors, probablement que ces exemples-là sont déjà effectifs, hein. Mais voilà, c'est des exemples, des Probablement, ouais. exemples. Moi, quand tu me dis ça, ça me fait tout de suite penser à bah, les métiers les plus basiques, on va dire.
ou administratifs, je les vois tout de suite menacés, moi, quand tu me dis ça, en fait. Alors c'est vrai il y a un vrai sujet, hein. Même moi j'ai une assistante administrative. Là on est en train de voir. Alors moi je suis pas dans l'idée de remplacer les métiers. Je suis plutôt dans l'idée de booster les métiers pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils s'attellent à des choses plus challengeantes, on va dire. Mais tu vois, moi, je suis en train de voir avec mon assistante administrative, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui, chez elle, est chronophage et qui est ouais, répétitif, pardon, et qui lui permettrait bah, de gagner du temps, entre guillemets, hein, et de passer ce temps-là sur des choses un peu plus, à plus forte plus-value. Mais ouais, concrètement, il y a des métiers qui sont déjà impactés et qui vont être encore plus impactés. Et probablement que sur certains métiers, on aura besoin de moins de personnes, on va dire et du coup, bah, ça amène du challenge derrière pour savoir bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là, entre guillemets. Je pense aussi, ouais. Je suis assez Mm. convaincu par ça, à moins qu'il y ait des revirements politiques ou des législations qui empêchent d'aller vers ça. Mais l'IA arrive dans les boîtes, elle arrive dans les grosses boîtes. J'ai entendu dans une boîte notamment que elle pourrait très vite être amenée à faire baisser de 2% les budgets Ouais. annuels. Donc 2%, on dit c'est pas énorme, mais quand même, hein, à Ouais, l'échelle bah, d'une grosse entreprise. moi j'ai un exemple chez Total Energy où on a un sujet autour du développeur augmenté. Euh, Bah, le développeur augmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie, c'est pas d'avoir moins d'effectifs, mais c'est d'avoir des personnes plus efficaces, on va dire. Hmm. Mais après, tu vas être limité potentiellement par le nombre de projets. Et donc, si tu es limité par le nombre de projets, bah, finalement, tu vas te dire, bah, j'ai besoin de moins de personnes, puisque du coup, telle personne, elle travaille une fois et demie plus rapidement que si elle n'avait pas l'IA. Et aujourd'hui, on lui a donné des outils d'IA, donc on a besoin d'une personne et demie et non plus de deux personnes, etc., etc. Donc, c'est un vrai Ouais. sujet et je pense qu'il y a beaucoup de métiers, euh, il y a beaucoup de métiers qui vont être affectés. Je pense que bah logiquement, hein, ceux qui vont être le moins touchés aujourd'hui, finalement, c'est les métiers manuels. Par contre, Ouais. avec la robotique et des outils autour de l'intelligence artificielle, à un moment donné, ils vont être eux aussi très impactés. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Mais effectivement, comme tu l'as dit, moi je pense que l'être humain reste maître sur ce sujet-là et qu'il suffit entre guillemets de tout débrancher et c'est fini. Non, en tout cas de réglementer et la réglementation peut jouer là-dessus. Mais tu crois pas que... Je sais pas si t'as vu Wall-E. Tu l'as vu Wall-E de Disney? J'ai pas vu Wall-E, non. En fait, c'est... Bon, voilà, c'est comme on nous montre souvent dans les dessins animés ou dans les films, c'est un futur dystopique. La Terre est foutue, elle est polluée. En gros, il y a des robots et puis l'humain, ils sont sur dans une station spatiale, centre de loisirs et puis tout est automatisé en fait. Ouais, Donc ils ont des casques virtuels, ils font plus rien, ils mangent, il y a un truc qui leur ramène à manger, il y a un robot pour tout. Et ouais. est-ce que ça te paraît complètement utopique, je te dis pas demain, mais dans plusieurs dizaines, centaines d'années, que l'être humain finalement n'ait plus besoin de travailler du tout? Bah, comme tu l'as dit, c'est une utopie, mais franchement, ça évolue tellement vite que je me dis qu'à un moment donné, pourquoi pas, ouais. Euh, Pourquoi pas? Et puis d'une certaine façon, j'ai envie de te dire, c'est même, ouais, je le souhaite, puisque après, tu pourrais passer ton temps à des choses sans être forcément challengeantes, mais qui te passionnent plus, tu vois. Ouais. Ça serait limite que du hobby et plus une contrainte d'aller travailler. Exactement. Après, qui nous laisse quand même nos sportifs hein, humains. T'imagines Ouais. du foot avec des robots, de la boxe qu'avec des robots. Faut laisser l'aspect. Ouais, après, tu sais, tu peux faire l'analogie avec le jeu vidéo. Au final, quand tu joues à FIFA tout seul, tu joues avec un robot en face. Donc pourquoi pas deux robots joueraient l'un contre l'autre? Est-ce que Après, ça tu regardes. te... Ouais, voilà. Tu sais, t'as les dessins animés, pour moi, c'est déjà de la fiction, c'est déjà des avatars, d'une certaine façon. Et t'arrives pour autant à t'identifier. C'est Donc, vrai. euh, donc, je, moi, comment dire, ça m'enchante pas, mais d'une certaine façon, aujourd'hui, on consomme déjà des choses qui seraient similaires à ça, euh, On a déjà un pied à dedans. des IA ouais, des IA qui interagissent. Tu vois, l'exemple des réseaux sociaux, il y a des créateurs de contenu, c'est des IA, et pourtant ils sont suivis. Enfin, je veux dire, ce qui nous plaît dans tout ça, pourquoi ça nous plairait pas si c'est des gens fictifs? Et comme je te disais, je te faisais le parallèle là, avec des dessins animés, avec des films, même si c'est des acteurs réels.
Le film reste de la fiction. Et mine de rien, tu t'identifies, parfois tu pleures, parfois tu ris, enfin voilà, ça génère quand même des émotions chez toi. Donc je vois pas pourquoi ça nous plairait pas, même si ce sont des IA, tu vois. Faut que ce soit bien utilisé. En tout cas, tu Mm, parlais des réseaux sociaux, bah, LinkedIn, on connaît bien, hein. Moi, c'est mon grand combat. Ceux qui savent pas l'utiliser, c'est horrible, en fait. Ils te mm. font un post avec ChatGPT, ils lui donnent une phrase. Fais-moi un post sur comment choisir le bon CV. Et puis, ils te copie-colle le truc. Ça se voit tout de suite. C'est illisible. Par contre, si tu arrives à le discipliner, à lui faire comprendre ton style d'écriture, euh, donc savoir connaître les codes déjà d'écriture sur LinkedIn et que lui il les applique pour toi à ta manière, là ouais, tu gagnes du temps. C'est intéressant. Et Ouais, puis en ouais. plus de ça, c'est pas grillé au final. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, hein, c'est ça tout l'enjeu. Et c'est ça tout l'enjeu quand on dit on va booster quelqu'un à l'IA, c'est de faire des choses intelligemment pour vraiment remplacer ou soulager plutôt les personnes sur certaines tâches. Tu vois, tu parles des posts LinkedIn. Alors moi, je suis attaché à ce que ça soit pas l'IA qui fasse les posts pour ma communication perso. Maintenant, je vais pas te mentir, sur certaines pages pro, je l'ai automatisé et franchement, je pense que ça se voit pas ou peu que c'est généré avec un LLM quoi. Donc ouais ouais, c'est une question de bien savoir l'utiliser, d'appréhender. C'est comme toute ressource, plus tu sais leur parler, mieux tu sais leur parler, mieux ils vont sortir quelque chose d'intéressant derrière. Tu On est bien d'accord là-dessus. Allez, on revient un peu sur une question un peu plus théorique, technique, philosophique même. On associe souvent l'IA à l'automatisation. vois. Ouais. Mais est-ce qu'automatiser une tâche répétitive, ça suffit pour parler d'IA? À mon sens, non. L'automatisation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le b.a.-ba, on va dire, de l'informatique depuis que l'informatique existe. Euh, donc du coup, c'est quelque chose qu'on fait depuis X temps. Dire que tu fais de l'IA en automatisant quelque chose, non, clairement pas. Par rapport à la définition que je t'ai donnée au début, c'est-à-dire que derrière, la machine doit être capable de prendre une décision. L'automatisation, c'est tu lui dis quoi faire et ça fait. Donc c'est complètement, comment dire, on va dire décisionnel. C'est du if-else si tu veux. Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas comment dire, il y a pas de degré de liberté si tu veux. Donc je te dirais non, l'automatisation c'est pas faire de l'IA. Par contre, tu peux faire de l'IA pour automatiser. Ça suffit pas, ouais. L'automatisation à elle seule ne suffit pas. Mm. Qu'est-ce qui manque, justement, pour qu'on puisse parler d'IA? Bah pour moi, il faudrait une solution autour de l'IA. Donc typiquement, tu vois, tu prends une automation, une automatisation où tu réponds automatiquement aux mails. Euh, donc tu vois, un use case classique d'automation, c'est tu réponds à un mail basique que tu as rentré, que tu as prédéfini, on va dire, avec peut-être une variable qui dépend du nom de, comment dire, de l'interlocuteur qui t'a envoyé l'email. Et là, voilà, une réponse automatique. Ça, c'est de l'automatisation. Pour moi, on ne pourra pas d'IA ici. Par contre, si tu plugs dessus un petit LLM qui va te faire une réponse personnalisée en fonction du contenu de la personne, enfin en fonction du contenu du mail ou en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît de la personne. Tu vois, par exemple, c'est un mec qui t'envoie un message, il est jardinier. Bah, peut-être que tu vas adapter le message de réponse avec des petites notions autour du jardinage, tu vois, des choses comme ça. Et là, du coup, on peut parler d'un système dans lequel, en tout cas, il y a de l'intelligence artificielle. Ok, je vois. Petite parenthèse, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine et qui a envie de se former, tu le diriges vers quoi? Il y a des écoles, des instituts, Alors moi je suis formateur. J'ai commencé le freelancing en tant que formateur indépendant. Je suis pas un grand fan des formations que tu peux suivre 3-4 jours. euh, Tu les fais, après tu suis pas, enfin tu mets pas la main à la pâte. Par contre, c'est un premier, comment dire, c'est mettre le pied à l'étrier, ce genre de choses-là. Par contre, derrière, si t'as pas de pratique, c'est fichu. Donc tu vas avoir des petites formations comme ça qui vont te permettre d'avoir certaines notions, voire même certains outils. Mais après, derrière, il faut pratiquer. Et dans tous les cas, je te dirais, la meilleure méthode, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que tu te poses sur un use case, un besoin dont tu as besoin, enfin, quelque chose que tu t'es dit, voilà, ça, il faut, par exemple, je l'automatise. les emails, tout Euh, ce qui est relatif aux emails, la gestion des boîtes voilà, mail.
Voilà, par exemple, ou tiens, use case bateau, j'ai mon site internet, j'ai un call to action où du coup je vais rentrer un projet, par exemple, avec des coordonnées de certaines personnes. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah, tu pourrais très bien imaginer un système automatisé avec l'intelligence artificielle et pas forcément d'ailleurs avec intelligence artificielle, mais qui te permet de récupérer le contact, d'aller l'enregistrer dans ton CRM et de mettre en place après une campagne d'email pour lui proposer bah, tes services ou pour répondre automatiquement à son projet. Est-ce que c'est faisable, un chiffrage automatique, etc. Là, auquel cas, là, tu aurais de l'intelligence artificielle et notamment du LLM qui serait capable bah, de te faire ton chiffrage, etc. Donc la pratique, quoi. Tu prends des Ouais, cas et ouais. tu pratiques. Ouais, voilà. Du coup, la pratique, c'est le mieux. Et après, sinon, ouais, t'as les formations, hein. Moi, avant de faire mon métier, j'ai suivi une formation. Aujourd'hui, t'as de plus en plus de bootcamp autour de ces sujets-là, en mode reconversion professionnelle, où tu vas avoir potentiellement une année d'alternance par la suite. Tu vas avoir des écoles aussi, comme l'école Cube, niveau automation et intelligence artificielle, comment dire, qui propose un programme sympa et d'ailleurs diplômant, si je dis pas de bêtises. Voilà, tu vas avoir différentes solutions, mais quoi qu'il arrive, la pratique, la pratique, la pratique, et de toute façon, les bonnes formations, ils vont te faire pratiquer, et voilà. Ouais, il vaut Mais tu mieux. vois, t'as pléthore d'exemples, hein. Moi, je trouve avec la Gen AI, c'est surtout les développeurs qui tirent leur essor. Pourquoi? Parce que la Gen AI, en fait, te met souvent des frameworks à disposition. Tu vois, moi, j'aime beaucoup, par exemple, Semantic Kernel, qui est un framework développé par Microsoft autour des agents RAG, enfin des systèmes RAG, on va dire plutôt. Et en fait, bah, les développeurs, ils ont l'habitude de bosser avec des frameworks. Je te parle de React, d'Angular, etc. Tout ça, ce sont des Ouais. frameworks, donc ils ont l'habitude. Donc ils prennent en main assez facilement les outils. Et comme je te disais, là, il s'agit plus d'apprendre le modèle, d'aller chercher la donnée pour apprendre le modèle, etc. Il s'agit d'utiliser le modèle et de l'utiliser intelligemment. Et du coup, voilà, tout le monde est susceptible de le faire, mais encore plus ces personnes-là, et eux, ils peuvent aller encore plus loin puisqu'ils ont les compétences pour carrément te faire tout l'enrobage autour. Par exemple, imaginons que tu veux faire un outil SaaS autour de l'intelligence artificielle, bah, le développeur, lui, il a complètement les compétences. Je vois, je vois. Donc voilà, mais c'est la pratique, c'est-à-dire, enfin, la meilleure chose, c'est tu vois un besoin même juste pour toi, et tu dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour l'automatiser? Euh, Quand je dis automatiser, c'est pas juste faire de l'automation, c'est voilà, aller potentiellement plus loin avec l'intelligence artificielle, etc. Genre une personne qui voudrait se créer son site web aujourd'hui, sans compétences techniques, elle pourrait avec l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, t'as des outils comme Bolt, C'est intéressant ça. même, je vais même te dire un truc tout bête, hein, tu vas sur Perplexity, donc qui est concrètement un chat avec enfin, tu peux sélectionner ton modèle, ton LLM derrière, et tu interagis avec lui pour développer ton site, et tu verras que tu peux aller très très loin avec ça. Bolt le fait Ouais. automatiquement. T'as des outils aussi basés sur des technos comme Autogen, pareil, développé, qui est un framework RAG développé enfin, par Microsoft, pardon, où du coup tu vas avoir des agents d'IA derrière qui vont échanger entre eux pour arriver à te produire ce que tu as demandé, tu vois. Donc c'est franchement en 20 minutes, tu peux arriver à avoir un site quali, alors peut-être pas le plus beau du monde, mais vraiment très quali, professionnel en tout cas. Incroyable. Et voilà, directement le publier, enfin tu l'héberges quelque part et voilà, tu as ton site internet. C'est dingue, c'est dingue. Sur une échelle de, si on prenait une échelle de temps, on va dire élargie, là par rapport à l'IA dans le monde et en France, on en est où? C'est un bébé, c'est un jeune homme. Tu parles de l'IA de manière globale? Ouais, dans le monde. Et puis je veux tes deux visions, un peu au niveau mondial et un peu en France. En fait, l'IA, ce que j'appelle l'IA classique, c'est présent dans nos vies depuis X années. Tu vois, ton filtre anti-spam, c'est de l'IA classique. Donc ça, c'est présent depuis X temps. Aujourd'hui, tu as des belles boîtes, je te parle de la computer vision, aujourd'hui, tu as des belles boîtes autour de la computer vision. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont sur leur sujet. Pour certains, ça fait plusieurs années qu'ils sont sortis, pour d'autres, là, ils sont en train de sortir, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose où on a un recul, un retour d'expérience assez intéressant et où on est plutôt, ouais, on va dire à l'état adulte, tu vois. Sur la Gen AI,
Et alors là, je parle pas forcément du fait de créer le modèle, mais rien que la création du modèle, aujourd'hui, on est quand même très très loin. On est plus au stade de bébé. Par contre, après, dans l'usage au quotidien, euh, alors c'est pareil, c'est très inégal, mais tu vas avoir des gens qui l'utilisent pas du tout. Tu vas avoir des boîtes qui l'utilisent pas du tout, et tu vas avoir des boîtes qui sont dessus on va dire depuis que ça a fait boom, avec notamment ChatGPT 3, le 3, je crois, ou 3.5, je sais plus. Donc je dirais que ça dépend. Mais il y en a qui sont, ouais, qui sont quand même à l'état adolescent, on va dire. Si je devais parler Mais d'un, faire le finalement, parallèle. c'est quoi les métiers de l'IA? Parce que moi, je vois l'IA comme un outil, l'IA qu'on utilise, qui va soulager et aider beaucoup de métiers. Mais c'est quoi les métiers de l'IA? Voilà, après là tu vas avoir plein de dénominations. Dis-moi. Concrètement, le data scientist, c'est lui normalement qui te fait les modèles, euh, qui t'apprend les modèles, Ouais, donc il va te mettre ça les je modèles à connais ça. disposition. Ouais. On va dire que je vais mettre dedans quand même le métier de ML Engineer, qui va être celui qui te met les modèles en production et qui te les maintient, etc. Et après, bah, il va y avoir tous les modèles, tous les postes, tous les métiers qui sortent un petit peu là avec la GenAI, notamment l'IA Engineer, enfin voilà, tous ces types de métiers ou qui sont encore un petit peu mal définis, ou en tout cas, il n'y a pas une norme encore. Je Tu vois, c'est un pense, ouais. peu comme le data scientist à l'époque, hein. Moi, je suis de l'école où le data scientist, on disait de lui que c'était un mauvais statisticien et un mauvais informaticien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui savait faire les deux, mais pas forcément expert sur les deux, tu vois. Je suis d'école où le data scientist, euh, ouais, il avait une vue ou en tout cas une valeur ou ouais, une vraie plus-value sur toute la chaîne de valeur de la data, tu vois. Moi, typiquement, aujourd'hui, je dis je suis data scientist, mais en vrai, j'ai envie de dire je suis full stack data. Dans le sens où voilà, je sais mettre en place une archi pour traiter, pour stocker la donnée. Je sais mettre en place des flux pour bah, justement la traiter cette donnée et je sais après mettre en place, apprendre des modèles pour en tirer une plus-value business et après aller jusqu'à la mise en production. Tu vois, même aujourd'hui, par rapport à ce que je fais chez Total Energy, concrètement, je suis plutôt ML engineer, tu vois. Mais j'ai toujours une partie data science, donc j'ai toujours des sujets où je C'est vais quoi aller. tu peux expliquer ton métier? Hein. Bah, le ML Engineer, c'est le Machine Learning Engineer. Donc, en gros, moi, par exemple, une de mes tâches, c'est les métiers qui ont appris des modèles de machine learning, de data science, deep learning, etc., peu importe. Eh ben, je suis censé les mettre en production et je suis garant de leur maintenabilité en prod. Et donc ça fait partie de mon métier. Tu vois, par exemple, on peut très bien me donner un notebook, donc, parce que là, moi, je suis sur Databricks, donc on fonctionne avec des notebooks, et je l'industrialise. Ça peut être ça mon métier. Donc le data scientist côté métier, il a fait son travail, on va dire. Hop, tiens, maintenant on peut passer en prod. Moi, je fais quelques modifs, je l'adapte, potentiellement je le recode bien en PySpark, etc. Pour le mettre en production et que ça soit viable et surtout rentable. Donc c'est ça le métier de ML Engineer. Et après, il y a toute la D'accord. phase de surveillance des modèles, voir comment dire, qui se dégrade pas, etc. Et donc c'est ça le métier de ML Engineer, Machine Learning Engineer. On a parlé d'un peu de ce que ça pouvait engendrer en termes de menaces sur les métiers existants. Sur l'environnement, c'est quoi les impacts? Eh ben, il y a des études là qui sont sorties dernièrement. Tu vois déjà que la GenAI, c'est hyper consommateur en eau, euh, en ressources de manière globale, mais en eau notamment. Quand tu sais que l'eau, c'est la source de la vie, voilà, ça peut commencer à être problématique. J'ai pas de chiffre en tête, mais je sais que rien qu'une simple Pourquoi? requête sur, Ouais, vas-y. ouais, Pourquoi de l'eau? Pourquoi de l'eau en fait? bah pour refroidir, en fait, tout ce qui va être, bah par exemple pour l'apprentissage de tes LLM, tu as besoin d'énormément de données. Ouais. Énormément de données, du coup, des grosses data centers. Et des data centers, bah, faut imaginer ça comme des grosses machines, des PC, quoi, des gros serveurs. Donc, Hmm. forcément, ça chauffe. Et du coup, faut refroidir. Donc, comme un PC, toi, quand t'as ton laptop ou ton unité centrale, bah, t'as un ventilateur dedans. Et ben, là, c'est la même chose. Et bah, un des moyens aujourd'hui les plus simples pour refroidir, ça reste l'eau. Après, voilà, c'est toujours la même chose. C'est que l'être humain, quand il est challengé, bah, il va chercher des solutions pour réduire son impact, on va dire. Alors, c'est souvent drivé par des enjeux économiques, hein.
Mais voilà, tu vas avoir probablement des solutions de plus en plus élaborées pour refroidir à moindre coût et avec le moindre ressources possible. Je vois, ouais. Et si on élargit, donc, ouais, il faut trouver des solutions, quoi. Parce que si on continue à ce Ouais, rythme-là, on est en train de après, dégrader la planète, là. ouais, alors après, c'est pareil, en fait, à un moment donné, ce sera forcément limité parce que, ok, tu fais plein de data centers, mais pour faire les data centers, faut des ressources, faut du minerai, voilà, faut des ressources que tu trouves dans la terre. Et à un moment Bah oui. donné, tu seras forcément limité, tu vois. Et puis tu les trouves pas forcément n'importe où, tu vois. Tu parlais de, enfin, il y a aussi des enjeux géopolitiques, tu vois. Il y a certains minerais aujourd'hui, tu les trouves presque qu'en Chine. Si t'es mal avec la Chine, bah potentiellement tu vas pas pouvoir avancer, développer, etc. Donc il y a énormément d'enjeux en fait et de choses qu'on n'imagine pas forcément tout de suite. Mais comme je disais, l'énergie, l'eau et puis potentiellement les ressources pour pouvoir bah, construire tout ce qui va être data center, etc. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on va atteindre une limite en fait, et qu'après, faudra innover pour éviter Clairement. cette limitation, quoi. Bah, ça m'a fait penser tout de suite aux enfants des mines en Afrique, qui Mm. vont chercher des minerais, tu vois. Bah, ouais, du coup, après, forcément, t'as tout cet aspect-là, quoi. C'est le meilleur exemple, tu vois, c'est le Congo dernièrement, avec les minerais qui servent à nos smartphones, etc. Donc après, voilà, c'est où est ta limite éthique? Est-ce que ton besoin de smartphone vaut que des petits enfants de 3 4 ans, j'abuse, hein, mais pour dire qu'ils sont très jeunes, aillent travailler Mais dans les en mines, vrai, etc. mais est-ce que c'est au consommateur, en vrai, de s'abstenir d'avoir un smartphone? Ça marchera pas comme ça, parce qu'il y aura les gens, la majorité, ils vont jamais lâcher leur smartphone. Ouais, bah c'est la même chose que ton tri sélectif, que éviter de rouler en voiture, que d'éviter de prendre l'avion, etc. Je, je, je pense que tu as raison, c'est que et puis de toute façon, tu vois, même moi qui fais un petit peu attention, quand je vais au Maroc, je t'avoue, voilà, je prends l'avion. Donc ouais, je pense que c'est plutôt au gouvernement, voire même, je sais pas, j'allais dire à l'humanité dans sa globalité, de driver, de gérer, de réguler tout ça, tu vois. Et Attends, quand même, je me dis, ça doit pas être sorcier de trouver des solutions autres que de faire descendre des enfants de 6 ans, 7 ans dans des mines, 20 heures d'affilée, non bah, rémunérées ou quasiment pas rémunérées. Attends, il y a d'autres solutions quand même d'aller chercher ces bah t'as, matériaux. t'as évidemment d'autres solutions, mais après, du coup, on en revient à une chose, Le est-ce que c'est coût. rentable? Voilà, est-ce que c'est rentable? C'est Ah, ça la écoute, question. quand l'iPhone coûte 1 400 euros, je pense que tu peux quand même être rentable, hein. Ouais, Mais, ouais, c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'iPhone, bon, je crois que c'est le téléphone le plus vendu au monde, mais est-ce que l'iPhone représente 90% du marché? Peut-être pas. Et derrière, tu as des téléphones à 100 euros. Donc ils font le taf, ouais. voilà, après, tu créeras. Alors là, il y a l'aspect éthique, mais après, tu créeras aussi de la discrimination, donc des inégalités. Donc toi, parce que tu gagnes bien ta vie, tu auras le droit à un téléphone. L'autre, parce qu'il a un peu plus de problèmes à joindre les deux bouts à la fin du mois, il pourra pas se l'offrir, tu vois. Donc, en fait, il y a plein de considérations à prendre en compte. Et moi, je pense que c'est des sujets ouais, hyper complexes, hyper complexes. Après, voilà, à l'échelle d'une personne, bah, c'est à lui de faire les efforts qu'il peut faire, tu vois. Moi, je dis pas de vivre en autarcie, complètement coupé du monde ou quoi qu'est-ce, mais voilà, essayer de faire son petit effort à droite à gauche pour essayer de gagner un petit peu de ce côté-là. C'est clair, ouais. L'IA, dans 5 ans en France, tu le vois comment l'usage de l'intelligence artificielle par rapport au commun Bah, des mortels, de nous tous? ouais, bah, déjà, attends, tiens, juste pour revenir sur l'éthique, après, il y a un autre souci avec l'IA. Tu vois, la dernière fois, j'en parlais à un event, Ouais. c'est après comment tu l'utilises aussi. C'est, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as des modèles open source, probablement qu'il y en a qui utilisent l'IA de manière non éthique, on va dire. Un exemple simple à comprendre, c'est, par exemple, je parlais de discrimination tout à l'heure. La discrimination à l'embauche. Alors, là, il y a deux sujets. Parce que quand tu apprends un modèle machine learning, tu apprends sur quelque chose que tu observes, des données réelles. Comme toi, tu apprends, tiens, si je mets ma main sur la plaque de cuisson et qu'elle est en route, je vais me brûler. Bah là, c'est pareil, en fait. Tu vas apprendre de ce qui se passe quotidiennement, on va dire.
Et du coup, potentiellement, une IA, un modèle va euh, reproduire des biais qu'il a subis. Donc, tu vois, on parlait de discrimination. Typiquement, imaginons que aujourd'hui, tu es dans un pays où il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Tu apprends une IA là-dessus pour automatiser ton embauche. Bah, potentiellement, elle va reproduire ça. Donc, pour Ouais, c'est caricaturer, ouf. quelqu'un qui s'appelle Mamadou, qui a statistiquement moins de chances de trouver un travail, bah, elle va peut-être le reproduire. Par contre, ce que ça dit aussi, c'est que avec les IA, tu peux aussi détecter ces biais-là. C'est qu'à partir du moment où tu es en mesure de dire qu'une IA bah, fait de la discrimination, elle permet de détecter bah, qu'il y a de la discrimination et peut-être mettre en place derrière des solutions, que ça soit sociale, enfin économique, sociale, peu importe, mais qui permet de réguler et de corriger ce biais. Mais du coup, voilà, il y a cette question-là éthique au niveau de l'intelligence artificielle, c'est comment c'est utilisé et à quelle fin, tu vois. Voilà, donc après, c'est C'est pareil, hein, clair. t'as toujours le contexte économique derrière, hein. Moi, il y a pas mal de projets que j'ai vus autour. Tu vois, typiquement, utiliser l'IA pour faciliter les malvoyants, les malentendants, etc. Tu vois, c'est des beaux projets. Mais derrière, s'il n'y a pas Bien d'enjeu sûr. économique, c'est des projets qui vont pas forcément aller très loin, tu vois. Donc c'est toujours la même problématique. Après, voilà, on vit dans un monde bah, L'argent, globalement capitaliste et l'idée c'est de faire du profit, du profit. Donc où ça peut mener aussi d'un point de vue éthique dans l'usage, tu vois. et si on Et revient après un pour peu ouais, sur ma question, ouais, en France, nous, dans 5 ans, moi, par exemple, toi, enfin, toi, t'es un peu plus poussé déjà, je pense que pas mal de monde. Le français moyen, comment il utilisera l'IA dans son quotidien, à ton avis? moi je pense que ça va être de plus en plus présent. Après, mine de rien, moi je le vois même dans mon entourage, hein, il y en a, ils prennent pas le pli. Ils ont testé, mais ils prennent pas le pli. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément tout le monde qui va l'utiliser au quotidien, mais globalement ça va faire que augmenter. Ça va faire qu'augmenter et voilà, hein, je pense qu'on est qu'au début de l'usage de l'IA par le commun des mortels, hein. Parce qu'encore une fois, hein, à l'époque de l'IA classique, ça restait des élites, hein. Moi, j'ai bossé qu'avec des gros groupes à l'époque, hein. Donc ça Ouais. restait un petit peu les élites, ceux qui avaient de l'argent en tout cas pour développer ce type de modèle et qui avaient de la donnée derrière, qui pouvaient les utiliser, les apprendre et les utiliser. Même si toi, potentiellement, tu les utilisais via une application qui vendait, etc. Tu vois, typiquement, moi, je bosse sur des sujets autour de l'économie d'énergie, foyer similaire, etc. Tu utilises l'application Total Energy, bah, tu utilises ces modèles-là. Mais toi, tu le sais pas et Hmm. tu l'utilises pas directement. Mais quoi qu'il arrive, je pense que voilà, ça va être utilisé de plus en plus. Et après, comme je disais aussi dernièrement, hein, c'est aussi un game changer pour le commun des mortels. C'est-à-dire que aujourd'hui, la personne qui a une problématique et qui veut y répondre, et s'il y a un intérêt dans cette réponse-là, aujourd'hui, elle a plein d'outils à disposition qui lui permettent de développer son projet et potentiellement même à moindre coût, tu vois. Donc, tu vois, on a parlé Bien un petit peu sûr. d'automation, pardon. Le pendant, c'est automation, no code, IA. Et tu vois, dans la partie no code aujourd'hui, bah, tu as des outils hyper performants où il n'y a pas forcément d'IA, hein, mais la plupart du temps, tu peux rajouter en tout cas des briques d'IA qui permettent à n'importe qui aujourd'hui de développer des outils. Moi, je pense à RoboFlow pour la partie computer vision. Donc, tu viens, tu mets tes données, tu labellises tes données. Donc, par exemple, sur l'exemple que je te disais sur détecter les cancers de la peau, bah, tu labellises, tiens, ça, c'est un cancer de la peau, etc. Et après, tu as juste à lancer l'apprentissage du modèle. Évidemment, il faut quand même des notions pour savoir si ton modèle il est performant, etc. Bien Mais sûr, oui. tu codes plus rien. Et du coup, ça met à disposition ces outils bah, à n'importe qui. Et voilà. Donc, je Ouais. pense qu'il y aura de plus en plus d'usages et potentiellement même c'est des opportunités à saisir pour n'importe qui, quoi. Personnellement, depuis le jour où j'ai utilisé ChatGPT, moi j'avais juste un peu de mal au début à me connecter, je sais pas pourquoi. Mm. J'étais un peu handicapé à ce niveau-là, je sais pas, j'arrivais pas. Mais dès que je suis rentré dedans et que j'ai commencé à voir, déjà là, j'ai pris la version payante depuis un bon bout de temps, Ouais. et c'est plusieurs fois par jour, plusieurs Ouais. fois, tout le temps. Il m'organise mes vacances, il fait tout. Demain, il te fait tes Ouais, ouais, comptes bah, rendus de réunion, il te le fait déjà d'ailleurs. tu vois, Alors, t'as parlé d'organisation de vacances. Moi, c'est un des premiers use cases que j'ai vu. Voilà, dès qu'il y a eu ChatGPT, je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire ça, on peut faire ça. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose qui est appris sur des données.
passé. Tu vois, j'ai eu le cas de certaines personnes de mon entourage qui se sont dit, bah tiens, je vais lui demander c'est quoi le business à lancer en 2025 ou le business d'avenir. Hmm. Bah, en vrai, il sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris dessus. Alors, il Il a va te peut-être donner appris des sur idées des, quand même. il va apprendre sur des articles qui vont te supposer tel et tel business, etc. Bah Mais c'est oui, pas lui qui te fait la proposition, si tu veux. C'est ce sur quoi il a appris. Donc c'est pour ça que ça va être très très fort, par exemple, dans le cas d'organiser des voyages, parce que globalement, tu vas à Marrakech, les choses connues, voilà, c'est documenté depuis X années, etc. Donc il puissant, a appris puissant. dessus et il va pouvoir te faire un planning par rapport à ce que tu vas lui dire, ouais. Il te fait ton Donc planning, ton budget, c'est extrêmement puissant. c'est ça. Mais Et, et puis ouais, dans l'usage, tu parlais de compte rendu de réunion, mais dans l'usage, dans cet usage-là, créer du contenu, que ça soit à partir de quelque chose ou pas, il va être aussi hyper puissant. Après, voilà, clairement. globalement, il y a eu des études hein, sur ChatGPT, et je sais plus si c'était Claude, mais où il prouvait que dans 50% des cas, il disait un petit peu n'importe quoi. Mais en vrai de vrai, après, si tu sais un petit peu parler avec lui et que tu lui donnes du contexte, etc., franchement, ça peut être très, très pertinent. Et c'est là où la formation est pas compliquée, on va dire, à prendre en main, ou en tout cas à monter en compétence, c'est vraiment facilité, et où tu peux arriver à des choses hyper intéressantes. C'est que tu te formes un petit peu sur comment prompter. Alors certains te diront, ouais, c'est une compétence que t'as pas besoin de former dessus parce que C'est quoi prompter? Moi, je sais, mais c'est quoi prompter? c'est la manière de parler, on va dire, la manière de faire tes prompts, ce que tu vas mettre dans le chat, quoi. Hmm. Et ça, effectivement, c'est parfois de la logique, mais c'est une logique, on va dire, qui s'apprend. Et du coup, tu peux avoir de la formation pertinente là-dessus, et tu verras directement les effets en fait. Dès que tu mets du contexte, dès que tu lui dis quelque chose de, de bien précis, voilà, il va être meilleur à te répondre. Tu vois, si tu lui dis, je sais pas, tiens, écris-moi un article sur l'astronomie. Non, attends, je maîtrise pas, donc je vais pas parler de ça. Mais tu lui dis, écris-moi un article sur, bah tiens, prenons ton cas, sur la gestion de projet. Il va peut-être t'écrire un article sur la gestion de projet. Mais si tu Ouais, lui dis, écris-moi un article sur la gestion de projet, sachant que la gestion de projet, ça va faire intervenir ça, etc. Si tu lui précises les choses, bah lui, il va être encore plus précis et tu verras que la qualité de ton article, il va être bien meilleur. Et ça, c'est bien des sûr. choses qui s'apprennent. Et moi, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, mais en m'adressant de plus en plus à des PME, TPE, en fait, tu te rends compte qu'il y a un vrai besoin Bien sûr. et que voilà, il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas pris le pli et qu'ils ont potentiellement besoin d'accompagnement là-dessus, tu vois. Pour finir, Geoffroy, pourquoi est-ce qu'on viendrait voir Geoffroy, te contacter dans quel cas de figure? Qu'est-ce que tu peux apporter d'un point de vue business, collaboration, si on vient vers toi? Alors moi, déjà, de par mon profil, j'ai quand même 12 ans d'expérience dans le domaine. Donc je pense que j'ai une bonne visibilité, une bonne vision, on va dire plutôt, sur toute la chaîne de valeur de la data. Parce qu'encore une Mhm. fois, hein, tu fais pas d'IA sans data et tu fais pas de bonne IA sans bonne data. Et tu vas en parler du prompt engineering. Le prompt, c'est de la donnée que tu donnes au modèle. Donc c'est pour ça que plus tu vas lui donner de la donnée de qualité, plus il va être à même de sortir quelque chose de qualité. Donc moi j'ai cette vision-là de par mon expérience, hein, notamment ce que j'ai pu faire au travers des différents groupes dans lesquels je suis passé. Ouais. Et après voilà, c'est par rapport à cette vision et cette expertise-là, et si je reprends le côté ESN, moi je vais être en mesure potentiellement d'apporter euh, les ressources, l'équipe, les solutions, on va dire, les plus adaptées. Euh, donc voilà, je pense que c'est là aujourd'hui où je peux me distinguer par rapport à d'autres qui ont un peu moins d'expérience là-dessus. Et voilà, moi j'ai eu quelques retours clients dans ce sens-là, hein. C'est voilà, t'as tapé dans le mille, c'était ça qu'il me fallait, etc., etc. Donc je vais avoir un petit peu cette vision-là d'un projet data et puis ce côté aussi rentabilité en production euh, que pas forcément tout le monde a. Je vois. Donc, on a un projet sur de la data, de l'IA. On a besoin des bonnes ressources, des meilleures ressources. On vient voir Geoffroy. C'est le réflexe. Geoffroy Détroussel sur LinkedIn, hein. On peut C'est le ça. trouver aussi. C'est la façon la plus simple. Ou Spider aussi, hein, sur t'as le site web. Ouais. Euh, Spider qu'on peut trouver.
Merci Et pareil Geoffroy. sur la partie, j'allais rajouter sur la partie formation également, vu que c'est un quart de mon activité aujourd'hui. Aujourd'hui, chez Spider, on est en mesure de former les personnes, les gens, peu importe qui ils sont, les collaborateurs, Tu fais bien madame, tu fais bien, ouais. Tu fais bien de nous ma- préciser. voilà, voilà. Merci beaucoup, Geoffroy. Je pense que tu as appris beaucoup de choses aux gens qui nous écoutent. Ravi de t'avoir reçu pour ce premier épisode et je te souhaite beaucoup de succès, de réussite dans tes projets et reste éthique avant toute chose. Ça marche. Bah, merci à toi de m'avoir Allez, invité. C'était un salut. plaisir. Merci Ciao. Geoffroy. Salut à tous. À la prochaine. Au revoir.